Bon. Donc l'idée, vous pouvez, voilà, si vous avez envie de vous asseoir, on va passer un petit moment là, on va faire une petite analyse de la situation qu'il y a dans ce milieu, cet écosystème, et on va vous faire une observation guidée. Rappelez-vous, une des caractéristiques qu'on doit développer tous comme bons permaculteurs, c'est l'observation. C'est à partir de là, en observant les milieux, qu'on peut sortir en fait de façon automatique, presque naturelle, ces principes. Des fonctionnements qui vont nous permettre de comprendre la nature et pouvoir travailler avec et pas contre. Donc, comme on a dit avant, tout écosystème repose sur le sol. Donc, on va commencer à observer ça. Donc, parlez-moi de comment est ce sol, tout ce que vous pouvez observer de ce sol. Qu'est-ce qui vous attire votre attention? Peu importe, information donnée. Il y a des feuilles mortes. Plutôt souple. Plutôt souple. Vous pouvez le toucher, vous pouvez creuser, regarder. Plutôt noir. Plutôt noir. Moi, Partout, plutôt noir. Là, ça dépend où il y a des zones. Là, c'est plutôt jaune. Et pourquoi? Vous pouvez donner une explication aussi, essayer de trouver aussi des réponses à des petites altérations que Là, vous il n'y a êtes. rien qui le recouvre déjà. Il n'y a rien a été découvert. Ouais. C'est la dégradation des feuilles, des morceaux de bois qui fait le noir, quoi, là. Attends, il y a un mot là bizarre qui vient d'apparaître, c'est l'humus. C'est quoi ça? C'est la première couche qu'on a. On a l'humus stable et la matière organique fugace, comme on appelle dans le sol. Donc il y a la première minéralisation qui est lente et il y a la seconde qui est plus rapide. D'accord, mais là c'est monté déjà rapidement dans le niveau agronomique. Ouais. En tout cas, cette chose qu'on appelle humus, c'est de la matière organique. Marie-Claire a dit que vient de... La matière organique est dégradée. Dégradée. Tout le monde a cette définition, cette idée, c'est clair pour tout le monde. Cette matière noire qu'on voit là en surface, bon, en fait, si vous la regardez un peu en détail, est composée de quoi? Petites branches, petites feuilles, tout ce qui se décompose. Des morceaux de bois, des glands, des cadavres. Donc du coup, on est en train déjà de mettre plein d'idées, de théories sur la table. Du coup, la matière organique se dégrade. Comment se dégrade? Qui dégrade? Il y a quelqu'un, ça se fait tout seul. Avec le temps. T'as les vers de terre. Avec le temps, la théorie d'une dégradation simplement physique. Avec l'oxygène, le contact du... Et une théorie biologie. Du coup, j'en ai confronté déjà. C'est les deux, il y a une qui est majoritaire. Qu'est-ce que vous pensez? C'est tout, ouais. C'est l'association. La minéralisation. Tous les deux. Ça se passe tous les deux, mais dans certains milieux, dans certaines conditions, il y a une qui est plus rapide, qui est majoritaire. D'accord? Et ça joue surtout à niveau de taux d'humidité. En fonction de la quantité d'eau qu'il y a dans les milieux, il y aura une décomposition biologique plus rapide à mener pour un certain groupe d'organismes qu'on va essayer de sortir à votre point de vue. D'accord? On est en train de dire la matière organique aussi, tout ça, toutes les feuilles, branchettes, nanana, tout ça. On a arrêté de l'appeler feuilles et tout ça pour l'appeler matière organique. D'accord? Donc tout ça. Et les cadavres. Et cadavres d'insectes. Les excréments quand c'était vivant. D'accord. Tout ça, la matière organique. Tout ça. Ah non, pas ça. Parfois, bon, ici il y a des chevreuils, donc du coup parfois vous pouvez trouver même des petits crottons. Donc tout ça arrive au sol. Dans quelle partie du sol? Par-dessus. À la surface. Et dans la surface commence un processus de dégradation qu'on a vu qui peut être physique, à cause simplement des substances qu'il y a dans l'air, l'oxygène, entre d'autres, et une dégradation biologique. D'accord, on va entrer un peu plus dans les détails dans ces dégradations biologiques. Qui? Quel tas d'individus? Par quel ordre? Tout ce que vous savez autour de ça. Il y a des
déjà plein de choses qu'on Ouais, tout ce qui est mycorhizes, bactéries, vers de terre, tous les systèmes aérobie et anaérobie. Ok, d'accord, stop. Il y a un mot qui a sorti comme mycorhize. Est-ce que pour tout le monde c'est super clair ça? D'accord, parce que là il y a un truc. La mycorhize en fait c'est quoi? C'est ce qui va nourrir ma plante. C'est ce réseau mycélien. D'accord. Tout le monde sait que c'est un champignon. Beaucoup de vous a été chercher des champignons à la forêt, non? Ces trucs qu'on mange, c'est quoi en fait? C'est le champignon? Non, c'est une moisissure. C'est la fleur. C'est comme la fleur. C'est la partie reproductrice du champignon. Le champignon est en bas et on ne les voit pas. Les champignons sont des petits filaments qu'on appelle mycélium. D'accord. Le rôle des champignons, c'est super important dans la dégradation de la matière organique. Surtout parce qu'ils jouent un rôle dans la dégradation de quelle sorte de matière organique? La lignine. La lignine. Tout le monde a clair. Vous êtes en train de mettre des mots, des gros mots. Si quelqu'un ne suit pas, c'est le moment de le dire. Tout le monde sait que c'est la lignine? Non. Non. Demandez alors. C'est quoi la lignine? La lignine, c'est ce qui va... en fait, c'est ce qui... comment dirais-je C'est ce qu'il y a dans les branches. C'est ce qui accompagne en fait de tout le processus avec les arbres. C'est ce qui, comment on appelle ça, communique en fait avec les arbres, enfin tout autour au niveau du sol. C'est le pouvoir, réseau mycélien, ça. Ça c'est le réseau. D'accord. La lignine, une définition de la lignine. C'est un composant du bois. C'est un composant de C'est bois. un composant du bois. Ok. Peut-être que ça, c'est plus clair quand on parlera de la création. Donc, on va faire un truc, d'accord. La lignine est un composant de ça, d'accord. Quand est-ce qu'on enchaîne là? D'où vient déjà cet arbre, n'importe lequel d'ici? On va entrer un peu dans les processus de voir comment cette matière, parce qu'on a dit, bon, la matière arrive, d'accord, mais avant d'arriver là, elle était quelque part, non? Donc on va essayer de remonter les chaînes, d'accord? Cette feuille, cette branche qui maintenant sont par terre, il y a un moment qu'on n'était pas par terre, elle était là-haut, d'accord? Et l'arbre les a créés comment? On a cassé la dynamique là, directement. Il dit avec de l'air. Quelqu'un peut développer cette idée si vous êtes d'accord? Soit par photosynthèse ou avec toute l'eau qui va prendre par capillarité à l'intérieur. D'accord, bon, il y a déjà ce mot qui a sorti, la photosynthèse. Ouais. Qu'est-ce que c'est la photosynthèse? C'est la réaction des rayons UV, je dirais, du soleil qui se produit dans ce qu'on peut voir avec la chlorophylle, quoi, le vert. Je ne sais pas comment l'expliquer. D'autres définitions? D'autres gens? La lumière en carbone, non? Pas en carbone, en... Ok, d'autres définitions? Comme il disait, c'est la chlorophylle, donc ce qui donne la couleur verte aux feuilles. Ce sont des usines chimiques qui vont capter la lumière du soleil et qui vont transformer. Sans photosynthèse, il ne peut pas y avoir de verre ou de vie, quoi, on va dire. J'irai plus loin. La photosynthèse, c'est les trucs qui bougent le monde. C'est la vie. C'est primordial. Sans photosynthèse, il n'y aurait rien. Il y aurait un gros caillou au milieu de l'univers. Toutes les économies, tous les systèmes économiques qu'il y a eu dans toutes les civilisations du monde sont basés sur la photosynthèse. Notre système, à jour d'aujourd'hui, même si on dit que nos sociétés dépendent du pétrole, avant de dépendre du pétrole, dépend de la photosynthèse. Et le pétrole, c'est de la photosynthèse aussi. Et le pétrole, en définitive, c'est une forme de photosynthèse stockée. C'est de la matière organique qui a été compactée. Donc, on va entrer un peu plus dans ces processus sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on a dit que ce n'est pas l'objectif de ce stage, mais c'est important de comprendre ça. Et en étant synthétique. Donc, du coup, je reprends un peu la définition de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est ce processus métabolique qu'il y a dans tous les plantes vertes et organismes photosynthétiques, parce que ce n'est pas seulement les plantes vertes qui sont capables de faire la photosynthèse, il y a certaines bactéries qui le font aussi, qui ont la capacité de, en utilisant l'énergie solaire et en utilisant des capteurs photosynthétiques des malades qu'a créé l'évolution, comme cet incroyable panneau solaire biologique,
d'utiliser cette énergie solaire, d'utiliser un certain gaz qu'il y a dans l'atmosphère qui nous entoure, que c'est le CO2, dioxyde de carbone, qui est dans une proportion très faible, autour de, allez, trivial poursuite, question de trivial poursuite, l'atmosphère est composée de... 17, Hein? En pourcentage? Un pourcentage. L'oxygène, Ah, l'hydrogène, et puis autre chose. Ouais, azote essentiellement. 0,038, un truc très très petit, vraiment il y a très peu CO2. J'ai dit ça parce que d'habitude, avec tous ces discours de l'effet des changements climatiques, des effets serre et tout ça, on pense qu'il y a des paquets phénoménaux de CO2. Vraiment, c'est une composante très 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 faible. L'unique chose, c'est qu'une petite variation d'une petite centésime des proportions de cette gaz peut arriver à changer, comme on est en train de le faire, beaucoup de cycles de la planète. Bon, volviendo al asunto, que me disperso. Donc, cette panneau solaire est capable de prendre l'énergie solaire del CO2 et de faire une réaction chimique à l'intérieur avec des substances que vous avez dit, entre autres, comme la chlorophylle et compagnie. Mais bon, une réaction chimique qui va finir à donner une sucre simple. Donc du coup, on passe un truc de chimique inorganique, le CO2 est inorganique, l'eau que la plante va prendre pour les racines qui interviennent dans la réaction aussi, c'est inorganique. Et il y a cette énergie, tout ça se combine et donne une première molécule organique. Un sucre, la glucose. On n'a pas pris le tableau, mais une façon assez simple de voir ça, c'est le petit schéma qu'on a tous vu en cours de bio, quand on a parlé de la photosynthèse. Qu'on a tous oublié, parce que le système éducatif est très bien foutu. On ne comprenait pas à quoi ça servait, mais il y a cette idée-là, voilà, que la plante, à partir du CO2 de l'air et aussi de certains éléments qu'elle puise dans le sol, mais comme on disait, en fait, c'est surtout le CO2, surtout le carbone qu'elle prend dans l'air. Les éléments du sol, c'est minime par rapport après à la masse que va créer la plante. Elle réussit à produire en fait ce qui sont des chaînes de carbone. Vous vous rappelez, C. Plus ces chaînes de carbone sont complexes, longues, plus ça évolue. Alors on demandait qu'est-ce que c'est que la lignine. La lignine au final c'est des chaînes de carbone qui sont longues et complexes. Très très longues et complexes. Et cette feuille c'est aussi des chaînes de carbone mais un petit peu moins longues et moins complexes. Et voilà. Donc on va faire une petite simile à niveau de construction parce qu'on est en train de parler des unités fondamentales, de cette sucre fondamentale qui se complexifie dans des chaînes et que la chaîne peut être plus ou moins courte. Donc on va parler de la glucose, on va imaginer que la glucose c'est des briques. Avec des briques vous pouvez construire une petite cabane, une maison, un immeuble ou une cathédrale. Donc à niveau végétal ça joue un peu pareil. Ces machins sont cathédrales. Et ces petits brins d'herbe qu'on a vus dans l'entrée, donc c'est une petite cabane. Ça veut dire que quand on va démonter ça, on va dégrader la matière organique. Les numéros d'intervention qu'il va devoir avoir et les numéros d'ouvriers qui vont devoir travailler cette matière va être très différents. Dans ces cas, il va falloir énormément de gens qui vont intervenir. Et une échelle de temps plus longue. D'accord. Et va donner des sous-produits qui, à niveau de sol, vont rester plus de temps, plus de humus qui vont rester plus de temps. Et les autres, non. Un cabanon, tu te mets à deux, tu l'as démonté en une journée. D'accord? Au final, voilà, comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça. C'est comprendre vraiment que la plante, grâce à la photosynthèse, c'est elle qui crée le sol. Et comprendre que le mécanisme naturel, c'est un mécanisme d'aggradation. Rappelez tout à l'heure, on disait l'agriculture, elle a dégradé les sols. L'agriculture, depuis 10 000 ans, ça a plutôt été un processus de dégradation des sols. On a transformé des sols fertiles en déserts. Alors que le mécanisme naturel, c'est tout l'inverse. Puisque la plante, en fait, elle prend des choses qui sont dans l'air et elle fabrique de la matière qui après se dégrade et alimente tout un ensemble de micro-organismes qui de nouveau libèrent des éléments qui de nouveau sont pris par les plantes. Enfin, c'est un cycle, c'est ça qui fait encore une fois que la Terre, qui était à la base un caillou, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Le truc important à comprendre, c'est quoi, quand l'arbre tombe les feuilles en automne, c'est pas qu'il est en train de donner au sol les choses qu'il avait pris au sol.
c'est en train de donner une chose qui jamais avait été dans le sol. Parce que la plupart de la matière qui composait ça venait de l'air. Comprenez ça. C'est la base de tout, la révolution agricole qu'on est en train de proposer. Peut-être que ce serait intéressant de donner le pourcentage. Parce que c'est énorme. Quelqu'un les connaît, les pourcentages? De quoi? Ouais, On va faire une petite. De la matière qui vient de l'air, Ouais, ouais. ce qui est énorme par rapport à ce qui vient de la terre en fait. Ouais, ça doit être, C'est-à-dire tout l'hydrogène, de l'azote. ça doit être du 95, un truc comme ça. 97. 98, 99, en fonction du végétal. C'est très différent si on part d'un séquoia ou on part d'un plant de maïs. Mais oui, l'idée c'est que ça, la plupart de la matière qui compose les végétaux, une fois on a enlevé la partie De l'eau, une grosse partie. que comme tous les vivants, c'est la plupart, la plus grande proportion. Mais si on enlève l'eau et on reste sur un truc qu'on appelle la matière sèche, de cette matière sèche, 88, 98, 99% viennent des choses que la plante a pris de l'air. Même si on regarde l'eau, c'est H2, hydrogène, oxygène. Ça vient de l'air. Et les arbres créent de l'eau aussi avec le processus de photosynthèse, donc ils rajoutent de l'eau au système. Après, donc, quand on comprend ça, un des premiers trucs qu'on peut se dire, c'est alors, pourquoi toute cette importance donnée au sol, au final, si c'est que 5% de la matière de la plante, pourquoi est-ce qu'on se focalise tout le temps sur le sol? Alors pourquoi? Parce que c'est la Pardon, parce que c'est là où on vit, tu dis? Oui, mais elle dit, Marguerite propose les trucs à niveau agricole, pourquoi on est tout le temps en train d'amender le sol? C'est quelque chose sur lequel on peut avoir une action. Dans l'air, on ne sait pas trop le... Parce que c'est dans les mœurs. On ne sait pas Les gens ils intervenir sont sur habitués l'air. à épandre du fumier pour faire pousser les légumes. On ne sait pas intervenir sur l'air. Alors, on peut, de plus en plus, ça se fait, c'est des Peut intervenir. atmosphères ou Oui. des atmosphères qui sont enrichies en carbone pour intervenir Jusqu'à là-dessus. présent, Mais effectivement, on agit plus sur le sol et c'est aussi se dire que même si c'est que 5%, bah, c'est indispensable. Et c'est encore moins de 5%, il y a une molécule qui est essentielle et sur laquelle on se focalise dans l'agriculture depuis très longtemps. L'azote. Voilà, l'azote. Comprendre que l'azote, même si c'est une toute petite partie, même si la vie elle est essentiellement composée de carbone, l'azote elle est indispensable. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que même si c'est pas beaucoup, c'est très important. Doit être en fait en forme assimilable et il faut aussi comprendre, on le verra après, les demandes, les exigences nutritives de nos plants cultivés sont extrêmement différentes à les demandes de plantes beaucoup plus rustiques, soit des arbres forestiers ou compagnie. Donc c'est pour ça qu'aussi la fertilité prend cette importance au niveau de comme est le sol. Un sol agricole, pour faire une autre fois les similes, doit être une Formule 1. Voiture Formule 1, on dit ça? Formule 1, ouais. Formule 1. Surtout si on est en train de parler de cultures super exigeantes comme les maraîchages ou compagnie. Une forêt, ce sont 2 chevaux. Ça tourne, c'est super fiable. Mais ça prend le temps. Mais voilà. Du coup, à niveau d'exigence qu'on demande à ce sol, à niveau de fertilité, à niveau de vitesse de ce cycle de dégradation de cette matière, de mise à disposition de ces nutriments, c'est complètement différent. On peut s'inspirer, on peut comprendre ça, parce que si tu comprends la mécanique d'un 2 chevaux, tu es un peu plus près de comprendre l'autre. Mais comprenez aussi qu'il y a cette contrainte. C'est très très différent parler des chênes que parler des maïs. Après, tout ce dont on est en train de parler, voilà, c'est comprendre comment la nature fonctionne, comment la nature elle-même est dans un cycle d'aggradation grâce à la matière organique et en communauté, voilà, avec toute la vie du sol qui dégrade cette matière organique et qui rend de nouveau les éléments, pour rappeler cette métaphore de Joanne, quoi, tous ces petits ouvriers qui démontent la cathédrale pour de nouveau qu'il y ait des briques qui soient disponibles pour les plantes, pour qu'elles puissent construire de nouvelles cathédrales encore plus grandes. C'est un peu ça l'idée. Comprendre ça, après, quand on réfléchit à l'agriculture, on voit qu'il y a des principes que les techniques agricoles vont respecter ou ne pas respecter. Si on a vraiment bien compris ça, parce qu'en fait, très peu de gens ont vraiment compris. Après, lorsqu'on voit quelqu'un qui désherbe systématiquement tout son jardin, qui fait un tas et qui y met le feu, on se dit « Ah !»
Voilà. est en train de faire, est en train de simplement libérer une autre fois dans l'atmosphère toutes ces matières qui avaient été prises dans l'air pour la photosynthèse. On ne peut pas créer la matière, du coup les balances doivent être à la fin pareil. Cette CO2, quand je brûle ça, il y a une partie en forme d'énergie qui va être dégagée. Cette énergie, c'est quoi? C'est le soleil. Un morceau de bois, c'est du soleil est stocké. La chaleur et la lumière que je vais avoir, c'est la quantité d'énergie solaire que la plante avait stockée dans ces morceaux-là. C'est la même. C'est une question de principe de physique de thermodynamique. Une façon simple, qui a été simple pour moi pour comprendre ça, c'est justement quand on pense à ces chaînes carbonées, tous les liens là entre les gros C, c'est ça, c'est l'énergie qui est stockée. Et en fait, lorsqu'on brûle un bout de bois, on commence à casse ces liens, et c'est ça qui dégage, qui dégage de la chaleur et de la lumière. C'est pour ça en fait c'est du soleil qui nous revient, c'est du soleil qui était stocké. Et après il y aura la fumée et il y aura des vapeurs d'eau qui sont aussi. Un tas de compost qui chauffe, c'est quoi? Pourquoi ça chauffe? C'est l'activité microbienne. C'est voilà. C'est évaporé. Plus l'air quoi. Grâce à l'air ambiant, un peu d'humidité aussi. C'est l'énergie. Température. C'est ça, mais c'est le même principe en fait, c'est l'énergie solaire. C'est tous ces liens qui sont cassés entre des molécules de carbone et c'est ça qui produit de la chaleur. Qui dégage. Qui dégage, pardon. De par, comme tu dis, l'activité microbienne. Pourquoi vous êtes à 36, 37 degrés? Bien d'où ça? Bien de une nourriture que vous avez mangée, qu'en définitive, plus loin ou plus tôt dans la chaîne trophique, bien d'un végétaux. Et en définitive, on est à 37 degrés grâce à une énergie du soleil. C'est simplement du soleil. Tout est dans la nature, tout est du soleil dans une forme ou dans une autre, parce que c'est l'unique source d'énergie qui arrive dans la planète. Et l'unique moyen qu'a créé l'évolution et la vie pour stocker cette énergie, c'est la photosynthèse. C'est pour ça que je disais avant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Quelle heure est-il? Madame Percy. Midi moins 5. Midi moins 5. Jusqu'à minuit? Non, pas plus. Non. Pourquoi Ok. Donc, rapide synthèse de tous les trucs qu'on a vus. On a compris un peu d'où vient ça. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive là? Quel rôle ça joue? Les molécules, certains jargons, maintenant on sait que c'est l'humus, des choses comme ça, s'il y a quelqu'un qui ne savait pas. Joanne l'a dit tout à l'heure, et je réinsiste là-dessus, toute cette matière organique qui se dégrade en surface, pensez à ça la prochaine fois que vous enfourrez, si vous le faites, de la matière organique dans votre sol. À la nature, voilà, c'est toujours en surface, et au final, c'est la faune du sol qui petit à petit dégrade et permet la descente de ces éléments et des minéraux dans le sol. Si vous avez ça en tête, vous comprendrez par exemple pourquoi c'est pas bon enfouir la paille. Pourquoi c'est pas bon enfouir une BRF à certaines profondeurs. Pourquoi c'est peut être compliqué de mettre beaucoup de sciure dans ton sol pour pailler. Toutes ces réponses, en fait, viennent de cette logique de comprendre ce processus. D'accord, maintenant on va monter dans l'observation. Vous vous souvenez, on était dans une observation guidée. Donc on va monter à 40 cm de la surface du sol. Qu'est-ce que vous voyez? 40, 50 cm? Très peu de végétation. Très peu de végétation. Si quieres saber la estratificación, vamos a otro sitio que c'est mucho mejor, ¿no? Bon, ici aussi. Très peu de végétation. Très peu de végétation. Des jeunes plantes. Ouais, des jeunes plantes avec peu de lignine. Une petite par là, des petites arbustes qui poussent, une strate herbacée nulle. Il n'y a pas d'herbe. Il y a plutôt des couvertures comme la lierre. Mais sinon, vous avez vu qu'il y a une grosse transition. On a passé une barrière, une limite imaginaire, une frontière, mais très claire. On a sorti de la prairie avec une prédominance d'espèces. On est rentré ici, toutes ces espèces ont disparu. D'accord? Il n'y a pas de trèfle, ni potentie, ni rien. D'accord? Ok.
Si on monte le niveau d'observation vers 2 mètres, qu'est-ce que vous voyez? 2 mètres, 3 mètres? Je vous conseille, regardez pas là Oui, au là, non. cercle parce qu'on vient L'ensemble, hein. justement, Rappelez. il n'y a rien, c'est pratique, on peut s'asseoir par terre, mais regardez. Vision systémique. Ouais. Les jeunes arbres. Les jeunes arbres et... C'est quoi? Cette vous voyez là l'aubépine? Voilà. Il y a une végétation que vraiment, c'est pas simplement des arbres qui sont en train de pousser, qui maintenant sont à cette hauteur. Il y a une végétation que simplement est-ce que la forme adulte à ce niveau ne va pas monter plus haut. D'accord? Pareil que la lierre, les lierres, donc si on la laisse comme couverture, va être là. Sauf si on utilise un support, on va monter. Ok, si on part déjà dans notre niveau, donc on part sous les arbres à 20-30 mètres, qui forment les trous qu'on appelle la canopée. Donc toutes ces choses qu'on vient de voir, c'est une chose qu'en écologie on appelle la... Non. Les stratifications de la végétation. Tout écosystème, plus ou moins, il y a toute une série de strates, toute une série de dispositions de la végétation à différentes hauteurs. Et il y a aussi une stratification temporelle. On va essayer d'imaginer que vous entrez dans cette forêt dans les mois de mars. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe au début du printemps? Est-ce qu'il y aurait des feuilles dans les arbres? Un peu moins peut-être. Non, il n'y aurait aucun. Bon, ça dépend où. Ça dépend, c'est vrai. Ça dépend des espèces. Des cailloux. Mais ici, On va dire au début du printemps. Au chêne vert, il y a des feuilles toute l'année, quoi. Oui. ouais, ouais, Donc voilà, ça dépend où, ça dépend avec le climat encore. Là, c'est voilà. carrément. Mais On ici, regarde ici, Dans voilà, la forêt, au début du printemps, qu'est-ce qu'on observe dans la forêt? des branchons, Des jonquilles, des bulbes, Des violettes. violettes, des fleurs. Voilà, c'est ça. et pourquoi? Parce qu'elles ont suffisamment de luminosité, parce que les feuilles sont pas encore là. C'est ça. En fait, c'est la Donc ça, strate ça laisse- inférieure, c'est la première à s'éveiller et en fait, elle fait la plupart de sa photosynthèse au moment de l'année où le soleil est accessible, quoi. Et ensuite, c'est quoi les premiers arbres qui se réveillent? Ils sont les plus près du sol. Pareil, les aubépines, tout cela. Les noisetiers, cilia, les fliers, Oui. tous ces arbres qui prennent la suite. Et finalement, déjà très tard, il y a ici particulièrement ce charme châtaignier et chêne. Donc vraiment à la fin, vers les mois d'avril presque, non? Juin même. Et Parfois. Début juin, mai. Les chênes, ils font leurs feuilles très tard. Ouais. Là, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est que lorsqu'on essaye de comprendre aussi, en fait, le pourquoi de la stratification dans l'espace, souvent, des premiers trucs qui viennent à l'esprit, c'est une idée de compétition pour la lumière. Voilà. Les gens nous disent, ils cherchent tous la lumière, donc ils ne peuvent pas avoir plus en dessous parce qu'il n'y a pas assez de lumière, et voilà. Mais en fait, plus qu'une compétition, il y a aussi vraiment une coopération entre ces différentes strates. Parce que la strate herbacée, nos jonquilles, nos violettes, etc., si elles étaient en plein cagnard au mois d'août, elles crèveraient. En fait, elles ont la lumière au moment où elles en ont besoin et après elles ont besoin d'ombre. Et c'est pareil en fait pour toutes ces étapes. Donc voilà, il y a aussi une synergie qui se fait par rapport à cet accès donc à l'énergie solaire et qui se fait grâce à cette stratification temporelle. Donc voilà, ils ont différents cycles qui sont coordonnés les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc ça c'est super important, c'est simplement que tout est associé, ce principe de diversité, qui sont un peu des emblèmes de la permaculture. On ne cherche pas une diversité sans nuance, on cherche une diversité fonctionnelle. Parce que l'importance, c'est que les éléments sont en interaction, ce n'est pas le nombre d'éléments. Si vous mettez dans votre système un maximum de diversité, simplement pour avoir la diversité, vous êtes en train de créer un zoo. Un zoo, un parc zoologique. Il y a énormément de diversité. Mais les interactions et les stabilités du système est nulle. Et ça demande du coup énormément d'entretien. Il faut fournir à chaque élément ce dont il a besoin. De même qu'on va fournir aux lions leur aliment spécifique
et s'ils en ont besoin au niveau du climat et de l'environnement, etc. Puis la même chose pour les pandas. Et... On peut avoir de la concurrence aussi. Pardon ? On peut avoir de la concurrence. Et pour pas avoir de concurrence, on va construire des gros murs pour vraiment qu'ils aient vraiment aucune interaction les uns avec les autres. Mais quand on y réfléchit, en fait, cette logique du zoo, c'est souvent celle qu'on applique aussi en agriculture. Donc c'est pour ça la diversité en tant que telle. Et pas en valeur maximum ni à défendre toujours. La diversité fonctionnelle. Rappelez-vous. Pour ça, donc si au niveau du sol, ici, on a... la biodiversité locale, pas biodiversité dans l'absolu, mais biodiversité des espèces qui existaient avant qu'on les détruise. Mais c'est pas que local, parce que tu vois, c'est ce que disait Joanne, une plante qui est dans la prairie, elle pourrait pas être ici. Donc on peut pas se dire, ouais, maximum de diversité. Non, dans la forêt, c'est pas là où il y a, par exemple, au niveau de la strate herbacée, la plus de diversité. Il y a beaucoup plus de diversité dans la prairie qu'ici. Oui, mais bon, d'accord, si c'est pas son milieu, c'est pas la peine de la matrice. Ouais, d'accord, par local, tu voulais dire vraiment adapté au... C'est-à-dire la biodiversité, par exemple, dans un milieu forestier, la biodiversité forestière. Mais bon, c'est un peu compliqué, c'est vrai, parfois, quand on associe ça aux cultures. Je prends ça, par exemple, parce que vous savez, un des emblèmes des techniques agricoles en permaculture, c'est le jardin-forêt. Le forest garden, toute l'idée des forêts comestibles. Donc, dans ces cas, il faut être très très clair de quels sont les objectifs et quelles sont les espèces que je vais mettre et quelles sont les interactions dans les espèces. Parce que vous pouvez commencer à planter des arbres et que ça ne marche pas et que ça vous demande une quantité de travail très très importante pour l'entretenir, le système, parce qu'il n'y aura pas cette interaction qui permet que tout évolue vers un système stable et qui descend la quantité d'énergie de l'extérieur pour l'entretenir. D'accord ? Et certains objectifs de production dans un système de forest garden, vous ne les réussirez pas. Parce qu'il faut compter la stratification dans le temps. Il faut compter que ces arbres, cette canopée, un jour, en fonction du cadre de plantation que vous avez mis, ça va se fermer. Et du coup, il y aura un changement au niveau des conditions d'en bas qui ne vous permettront pas de peut-être faire certaines cultures que vous voulez faire. Donc c'est tous les enjeux de l'agroforesterie. C'est dire, bon, on met quoi ? À quelle distance, à quelle densité dans les rangs, on va entretenir comment les rangs. Et à quel moment. Et à quel moment. Pendant combien de temps voilà, ça. Et combien de temps on peut laisser évoluer le système avant que les espaces enterrants, la production chute. Pour faire par exemple de céréales ou les typiques choses qu'on fait dans l'agroforesterie. D'accord ? Une autre observation qui est importante dans la forêt, si on prenait le temps de faire un trou, très grand trou, ou d'aller sous-sol, on verrait que cette stratification qu'on observe en surface, elle a lieu aussi dans le sol. Les systèmes racinaires des plantes, ils sont aussi organisés en strates. La vie du sol, elle n'est pas du tout la même selon qu'on se situe en surface, à 5 cm de profondeur, à 10 cm. Ce ne sont pas du tout les mêmes organismes qui ne dégradent pas les mêmes types de matières et ce ne sont pas du tout les mêmes systèmes racinaires. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile à prendre en compte parce qu'on ne le voit pas, mais c'est aussi important que ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc ça, c'est une des raisons pour laquelle en permaculture, et je pense dans de plus en plus d'approches agricoles alternatives, on ne pratique pas le retournement du sol. En fait, c'est juste observer ce principe-là. Si on n'a pas du tout la même vie à 5 cm, à 10 cm et à 20 cm, on comprend bien que si on retourne complètement, que du coup toute la vie qui était à 20 cm se retrouve en surface. Aérobie et anaérobie. Ouais, c'est le mot qu'on sortait avant. On ne va pas entrer dans les détails, c'est un peu trop technique pour cet stage. Mais... donc comprendre que tout part de l'observation d'un écosystème naturel et du vivant, et on en tire des principes qui vont faire qu'on va appliquer certaines pratiques ou qu'on va en proscrire d'autres. Et que si vous cherchez des réponses à certaines questions, en regardant ça, vous trouverez les questions. Les réponses, pardon. Donc voilà, à la question, est-ce que je dois enfouir mon BRF Donc non, tu ne dois pas enfouir ton BRF dans la nature, jamais. Déjà, le BRF, c'est une création artificielle. Cette substance n'existe pas dans la nature, dans ces quantités. Donc du coup, il faut les prendre avec une certaine distance et voir quel est ton sol, quelle est ton situation de départ. Mais c'est sûr que jamais la nature mettrait cette quantité de carbone en profondeur. En fait, c'est surtout, elle va l'enfouir, mais c'est pas nous qui allons l'enfouir et pas à la même échelle de temps. La précision non plus. C'est ça. En fait,
souvent on parle de techniques de non-labour en permaculture ou dans les mouvements de sol vivant. Et c'est vrai qu'avec Joanne, on préfère utiliser le terme de labour biologique. C'est de dire, oui, en fait, le labour, c'est indispensable. Le sol de forêt, il est... Bon, voilà, il est meuble. Voilà, c'est aéré, c'est une structure grumeleuse. Au final, c'est un sol qui est labouré. Et c'est ça qu'on essaye d'obtenir avec le labour mécanique. Mais en fait, c'est juste qui l'a labouré. Et en combien de temps? Et en combien de temps? À quelle échelle de temps? Donc on essaye de voir comment favoriser ce labour biologique qui fait qu'on a le sol idéal, ce sol noir qui sent bon, qui est meuble, qui garde l'humidité, blablabla. Mais voilà, comment le faire autrement. Ok. Donc, vu cette petite observation guidée de comment ça marche cet écosystème, et maintenant, on vous souvient que cette idée d'écosystème, les écosystèmes sont dynamiques, sont dans une stabilité dynamique, on dit en écologie. Un mot que c'est pareil, que ça se contradit, mais en fait, c'est parce que jamais sont statiques. Dans ces forêts, il y a une tempête les jours de demain et cet arbre tombe, et du coup, les situations changent complètement, et ça s'ouvre en clairière, et ça crée des conditions de microclimat particulières qui vont favoriser certains trucs. Il y a, bon, ici, on n'a pas cette espèce. Mais imaginons, il y a d'autres espèces comme les castors ou des animaux qui peuvent créer des grosses altérations dans les sons de masse forestier. Et voilà, ils créent d'autres situations. Du coup, c'est l'équilibre, tout l'échange dynamique. Donc, on va voir un peu cette transition comme vous parlez. On a vu la prairie, ici la prairie sous l'artificialisation, il faut l'entretenir tout le temps parce que tout a tendance à aller vers la forêt. Mais on va voir un peu toutes ces étapes de succession. On a vu un peu la ronce, la première apparition des ronces entre les plantes de la prairie s'il n'y a pas été fauché. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et on va essayer de comprendre pourquoi, la vitesse, qu'est-ce qui peut changer en fonction des microclimats et tout ça, de comment la végétation évolue. Et donc, de là, on sortira des principes qui peuvent être aussi intéressants pour pouvoir appliquer dans cet écosystème cultivé qu'on veut faire nous. Cet agroécosystème qu'on dit en permaculture. Ok? Et posez toutes les questions que vous voulez. Parce que sûrement, c'est le moment où on va pouvoir parler plus de trucs techniques, un peu de détails. Allez!